Avant toute chose, je souhaite donc saluer tous les participants à cette webconférence qui ont pris le temps de venir m'écouter. Je souhaite également remercier Dominique Pesavanto et Michel Liberator, bien sûr, de m'avoir invité pour vous présenter une thématique qui me tient à cœur, qui est celle du stress et des émotions dans la maladie chronique et tout particulièrement dans les MICI. Alors, pour faire une brève présentation, moi je m'appelle Sonia Pellissier, je suis chercheure et enseignante à l'université de Chambéry, l'université Savoie-Mont-Blanc, et je travaille donc dans un laboratoire de recherche qui est un laboratoire de psychologie et qui s'intéresse aux problématiques de l'adaptation au changement, telles que l'adaptation à la maladie et à la dimension émotionnelle de la maladie en l'occurrence. J'ai par ailleurs longuement travaillé pendant plusieurs années. Je travaille toujours avec le professeur Bonaz que vous connaissez certainement. Et avec lui, j'ai développé toute une thématique autour du stress et des émotions, parce que je me suis rendu compte que dans la maladie chronique, ces deux manifestations, ces deux facteurs jouent un rôle très important, notamment dans la qualité de vie des patients et tout particulièrement dans les maladies qui touchent le cerveau et le tube digestif, ou le tube digestif et le cerveau. Voilà. Alors, tout d'abord, puisqu'on aborde la question du stress et des émotions, avant toute chose, laissez-moi déjà présenter ou poser un petit peu le cadre de ce que l'on entend par stress et émotion. Quand on évoque le stress, très souvent, on évoque le stress négatif, celui ou les aspects très désagréables du stress, à tel point qu'aujourd'hui, quand on prononce le mot de stress, on ne pense qu'à ces aspects-là. Mais il faut savoir que si on remonte à l'origine, le stress est un mot qui a été emprunté au modèle physique et qui qui fait référence à la résistance des matériaux, notamment lorsqu'on leur applique une force. Et on fait ce qu'on appelle un stress test sur les matériaux. On applique une force et on regarde à quel point le matériau résiste à cette force et jusqu'à quel niveau il résiste. Et on va, avec le matériau, on va jusqu'au point de rupture. Et donc, par analogie, ce terme a été emprunté du modèle physique à un modèle biologique qui correspond, ce stress correspond à quelque chose une force, si vous voulez, ou une contrainte qui est appliquée à notre organisme et contre laquelle on va résister et qui va nous conduire à nous adapter finalement. Alors là, la difficulté qui se pose, c'est que le terme de stress aujourd'hui, sur le plan sémantique, est un terme ambigu en raison du fait que on va utiliser le même mot pour désigner différentes choses. Le stress va être également utilisé pour désigner l'agent agresseur, alors qu'en réalité, on devrait parler de agent agresseur ou facteur de stress. Le même terme stress va être utilisé pour désigner les sensations physiques et mentales que l'on ressent, alors que l'on devrait parler d'état de stress. Je me sens dans un état mental ou physique désagréable, difficile, douloureux. Et on va parler de stress à ce moment-là aussi. Et on va utiliser aussi le même terme pour désigner toutes les réactions nerveuses et biologiques qui vont avoir lieu dans notre organisme pour réagir à cette contrainte. Et ça, c'est la réaction de stress. Donc déjà, la première chose à détricoter autour de ce stress, c'est de savoir de quoi on parle exactement. Et moi, quand je rencontre des patients, eh bien, la première étape, c'est de voir avec eux quels sont les facteurs de stress de leur vie, comment ces facteurs modifient
leur état, comment ils se sentent quand ils vivent telle ou telle situation. Et ensuite, j'analyse, j'étudie avec eux la séquence d'événements neurobiologiques, la réaction qu'ils développent face à ces événements contraignants. Autre élément également à définir et on repose le cadre concernant ce stress. Comme je disais tout à l'heure, on pense toujours aux aspects négatifs du stress, alors qu'en réalité, 9 fois sur 10, la réaction de stress que l'on développe, c'est une réaction qui nous conduit à nous adapter, à évoluer, à grandir, à apprendre, à aller plus loin, à apprendre de nouvelles choses. Donc, en réalité, la réaction de stress et toute l'adaptation est inhérente à la vie. On ne peut pas s'en défaire. Parfois, j'ai des personnes qui me disent je n'en peux plus, je ne veux plus ressentir de stress. Et je leur dis, eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on peut arranger, on peut faire en sorte de vous accompagner pour arranger les choses. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de la réaction de stress puisqu'elle est inhérente à la vie. À partir du moment où on vient au monde, notre organisme développe des réactions de stress pour que l'on puisse grandir, apprendre, évoluer, etc. Donc le stress, c'est de l'adaptation, ce que l'on appelle dans le jargon un petit peu de la recherche, jargon scientifique, on appelle ça le coping. Ce stress, cette réaction de stress est fondamentale parce qu'elle répond à des besoins fondamentaux de l'être humain et de tout organisme vivant, puisque ce sont des réactions qui existent chez toutes les espèces animales et également chez les plantes aussi. Effectivement, ces besoins fondamentaux, c'est l'autonomie. On a besoin de se sentir autonome, de savoir faire par nous-mêmes les choses, de être maître de nos décisions et de notre vie. Autre besoin fondamental pour qu'on puisse avoir une bonne santé physique et mentale, c'est d'assurer les liens avec notre entourage, notre environnement, les liens sociaux, les liens avec autrui. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le soutien social ou les interactions sociales. Et un troisième besoin fondamental, c'est le besoin de sécurité. Toutes nos réactions de stress se sont orientées vers le retour à la sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes confrontés à quelque chose qui bouleverse nos vies, qui change, qui nous conduit à être confrontés à du changement? Eh bien, ce changement génère de l'insécurité. Et tous nos comportements, nos réactions biologiques vont être orientés vers le retour à cette sécurité. Et c'est ce qui nous permet de nous adapter. Ceci va se faire grâce à nos systèmes sensoriels, la vue, l'ouïe, l'olfaction, le toucher, tout ce qu'on appelle la sensorialité ou la neuroception. Et toute cette sensorialité qui est complètement, inconsciente au départ. Ce sont des signaux qui sont fournis par nos capteurs sensoriels et qui arrivent à notre cerveau. Et les émotions que l'on ressent sont les signaux de cette sensorialité. Ce sont des signaux d'alerte. Les émotions sont très utiles, qu'elles soient négatives ou positives, ce qu'on appelle les émotions à valence négative, comme la peur, la tristesse, le dégoût, ou les émotions à valence positive telles que la joie, la surprise, le bien-être, le bonheur, le calme. Toutes ces émotions nous alertent sur l'état de nos sensorialités et donc l'état de sécurité dans lequel on se trouve. Donc ces émotions sont des signaux auxquels on doit être attentif parce qu'ils vont nous aider à évoluer et à nous adapter. Il ne faut pas avoir peur de nos émotions. Et ces émotions, à quoi elles servent physiologiquement? Elles nous servent à prendre de bonnes décisions et ces décisions constituent ce qu'on appelle des stratégies de coping, c'est-à-dire c'est à l'origine de nos comportements pour faire face aux nouvelles situations auxquelles nous sommes confrontés.
Par exemple, si nous n'avions pas d'émotion, si nous ne ressentions jamais d'émotion, parfois ça arrive lorsqu'il y a certaines pathologies qui touchent certaines zones du cerveau, on peut devenir totalement incapable de ressentir des émotions. On s'aperçoit que les décisions et les comportements que l'on a dans la vie quotidienne ne sont pas adaptés, sont complètement décalés ou déphasés, et cela engendre une mise en danger de l'organisme. Voilà. Donc le message que je voulais vous faire passer, c'est que les émotions et la réaction de stress qui s'accompagne parfois, eh bien, ce sont des événements dans notre corps, dans notre organisme qui sont très positifs parce qu'ils nous permettent justement de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va bien et ça nous aide à réagir. Autre élément important, c'est que la réaction de stress est une réaction individuelle. Chacun réagit à sa façon. Il n'y a pas une seule façon ou un seul facteur de stress qui va engendrer toujours les mêmes réactions. Nous sommes extrêmement individualisés dans notre réaction parce que ce que nous vivons au quotidien nous touche en fonction de tout un ensemble de facteurs qui est inhérent à notre personnalité, à notre vécu, à notre histoire personnelle, à notre culture, à la façon dont nous avons été éduqués, au milieu où nous avons grandi, etc., etc. Donc, dans le domaine de la recherche et de la prise en charge, on parle de stress perçu. On ne parle pas du stress tout court. On parle du stress perçu, c'est-à-dire la façon dont l'individu va faire face, va mettre en place une transaction avec lui-même et avec son environnement. Et ce stress perçu renvoie à l'importance que l'on accorde à une situation donnée. Par exemple, voilà, si moi, je sais pas moi, je trouve une rayure sur la carrosserie de ma voiture, ça va pas tellement me gêner, ça va même pas me stresser. En revanche, peut-être qu'une autre personne sera deviendra complètement hystérique à découvrir une rayure sur la carrosserie de sa voiture. Voilà. Le même événement produira des réactions différentes en fonction des individus, en fonction de l'importance qu'ils accordent à une situation. Alors, lorsque nous vivons des situations stressantes, tels que par exemple des événements de vie un peu particuliers, des moments forts de notre vie, et la maladie est un moment fort également, eh bien nous allons ressentir des émotions, nous allons avoir des pensées en lien avec ces événements et bien sûr nous allons avoir des comportements en phase avec ces événements que nous vivons. Ça, c'est ce qui se voit. Et à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nous-mêmes, notre système nerveux et notre système endocrinien va réagir et nous allons mettre en place des réponses qui vont nous aider à mobiliser de l'énergie pour faire face, pour réagir. On a deux modes, deux moyens pour nous fournir de l'énergie. C'est un fonctionnement du système nerveux, une réponse du système nerveux qui est le système nerveux autonome que vous voyez ici. Ce système nerveux autonome est constitué de deux branches. Il y a une branche sympathique. C'est elle qui s'active lorsque nous sommes stressés et qui va mobiliser l'énergie de notre organisme. C'est elle qui, par exemple, provoque l'accélération de notre rythme cardiaque lorsque nous avons peur. Et le contrebalancement de ce système sympathique, c'est le système parasympathique qui, lui, permet
le retour donc il y a le système parasympathique qui lui est activé lorsque nous sommes au repos, lorsque nous sommes en sécurité, lorsque nous récupérons après un stress. Et je reviendrai là-dessus plus tard, mais il y a un nerf qui joue un rôle très important dans la récupération et le sentiment de sécurité, c'est le nerf vague qui agit sur notre cœur pour le ralentir notamment, mais qui agit aussi sur notre tube digestif en permettant de réguler la digestion et l'activité du tube digestif, mais également en calmant l'inflammation du tube digestif, dans ce sens-là que ce nerf joue un rôle important dans les Miki notamment. Et c'est un nerf aussi qui va permettre de ramener des émotions de calme, et donc qui va avoir des effets aussi sur notre mental, sur nos émotions et nos pensées. Donc ça, c'est la voie nerveuse qui nous aide à réagir lorsque nous sommes confrontés au stress. Je disais, il y a le système sympathique qui est le système de la mobilisation d'énergie. Ça va très très vite. En une seconde, notre système sympathique s'active. Ensuite, ce système sympathique est relayé par un système endocrinien qui met en jeu des hormones qui circulent par le biais de la voie sanguine et qui met en jeu ce qu'on appelle le système corticotrope, qui correspond à toute une cascade d'hormones libérées par notre cerveau, et notamment l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont deux régions du cerveau impliquées dans la régulation de nos besoins fondamentaux. Et en périphérie, cet axe corticotrope, sous l'effet de ces hormones hypothalamiques et hypophysaires, va favoriser la libération de cortisol, qui va également permettre à l'organisme de puiser de l'énergie pour que l'on puisse résister à la contrainte jusqu'à ce qu'on ait trouvé des solutions et que l'on récupère après le stress et que ça favorise l'adaptation. Alors, pour revenir, ceci étant posé, pour revenir sur la question du stress, des émotions dans les Miki, eh bien, j'ai beaucoup travaillé sur cette question et il s'avère que on a pu, avec l'équipe du professeur Bonaz et mon laboratoire, on a pu identifier différentes sources de stress dans les Miki. Déjà, on peut, premier type de stress, c'est celui qui concerne le tube digestif et l'inflammation. Effectivement, lorsque il y a une poussée inflammatoire, lorsque l'inflammation prend le dessus au niveau de l'intestin, eh bien, ces médiateurs de l'inflammation génèrent ce que l'on appelle un stress interne, sous l'effet des médiateurs inflammatoires, sous l'effet des cytokines inflammatoires qui vont activer le cerveau et déclencher un signal qui va au cerveau pour informer le cerveau sur quelque chose qui est en train de se passer dans le tube digestif et qui n'est pas normal. Ainsi, le cerveau déclenche une réaction de stress qui conduit à produire du cortisol, et ce cortisol va lui-même avoir des effets anti-inflammatoires. Mais lorsque la poussée inflammatoire est très forte, eh bien ce cortisol est souvent insuffisant. Ensuite, il y a une deuxième source de stress interne, c'est la douleur. Lorsque l'on ressent de la douleur, là aussi, il y a des informations, des signaux qui remontent au cerveau et qui informent le cerveau de quelque chose qui ne va pas en périphérie, notamment au niveau de notre intestin, il y a quelque chose d'anormal. Et ce signal de douleur est un signal d'alerte qui active lui aussi la réaction de stress, qui l'entretient, l'amplifie. Donc déjà, on peut voir que déjà en périphérie, au niveau de l'intestin, on a deux sources possibles, deux types de stresseurs possibles qui activent la réaction de stress. Bien sûr, la présence d'une inflammation va influencer l'activité du cerveau
et générer une perception de la maladie, une perception de notre état par la douleur et l'inflammation. On va ressentir quelque chose de désagréable ou de quelque chose d'anormal. Et à partir de là, eh bien, on va avoir des pensées du type mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas. Ou alors des pensées aïe, voilà, j'ai à nouveau mal au ventre, j'ai à nouveau des diarrhées, c'est peut-être une rechute qui pointe le bout de son nez. Je vais devoir aller voir le médecin, peut-être retourner à l'hôpital, etc., etc. Et toute une série de pensées, un flot de pensées va émerger. Ces pensées vont être associées à des émotions. Comme je disais tout à l'heure, ces émotions vont nous alerter sur quelque chose qui ne va pas. Donc ces émotions peuvent, en l'occurrence ici, être des émotions de peur, d'angoisse, d'anxiété, de crainte, de découragement, de lutte. Donc on peut avoir tout un tas de sentiments ou de réactions émotionnelles qui émergent en association avec ces pensées et avec notre état digestif. Et cela, on s'est aperçu que ça engendre une autre forme de stress, notamment lorsqu'on a des pensées anxiogènes. C'est un stress cognitif et émotionnel qui va venir activer la réaction de stress de l'organisme et l'amplifier. Et ensuite, on a identifié un troisième élément, une troisième source de stress qui s'additionne, qui s'ajoute aux deux autres, c'est le stress de la vie quotidienne, ce qu'on appelle le stress externe, celui qui va correspondre par exemple à notre petit tracas quotidien. Les patients nous rapportent très fréquemment que les tracas de la vie quotidienne deviennent plus difficiles à surmonter. L'adaptation devient plus dure. On se sent très rapidement débordé, en surcharge cognitive. Donc il y a ces tracas de la vie quotidienne, il y a les tracas, les petits et les grands tracas, ce qu'on appelle les événements de vie en général. Et puis il y a également ce que l'on a vécu dans le passé, qui peut apporter aussi une forme de vulnérabilité à nos réactions de stress. J'en parlerai un petit peu plus loin dans mon exposé. Donc, ce stress de la vie se surajoute au stress cognitif et émotionnel et au stress de la douleur et de l'inflammation. Donc, autant dire que les sources de stress sont importantes dans les MICI. Et à la perception de la maladie, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va essayer de s'adapter, on va essayer de s'ajuster, de développer des stratégies pour faire face à toutes ces situations, pour faire face à la maladie, pour faire face à nos pensées, à nos émotions et à nos tracas quotidiens. Et comme je le disais tout à l'heure, pour nous aider dans nos comportements et nos prises de décision, eh bien, notre organisme met en jeu le système nerveux, particulièrement le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, et notre système corticotrope qui conduit à la production de cortisol. Et en fonction de ce degré d'activation, eh bien, on va pouvoir trouver les bonnes solutions, faire face ou pas. Alors, pour vous présenter un petit peu des travaux que l'on a réalisés avec le docteur Bonaz, il y a quelques années de cela, nous avions fait une étude auprès d'une cohorte de patients dans le service de gastroentérologie du CHU de Grenoble, auprès de patients souffrant de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Et nous étions intéressés aux émotions que ces patients pouvaient nous rapporter en lien avec leur maladie et leur tracas quotidien.
Et nous avions constaté à l'époque que nous avions deux profils de patients. Des patients qui finalement s'adaptent, font face et vivent avec leur maladie du mieux qu'ils peuvent et de manière relativement positive. Et d'autres patients qui, eux, avaient des difficultés. Donc, ceux pour lesquels l'adaptation était plutôt bonne, on les a appelés les plus, donc maladie de Crohn plus, rectocolite plus, et ceux pour lesquels il y avait des difficultés émotionnelles notamment, eh bien, correspondent au moins avec les patients souffrant de maladie de Crohn et rectocolite. Et ici, vous avez entouré en rouge, eh bien, chez les patients souffrant de Crohn ou de rectocolite, eh bien, lorsqu'ils ont des difficultés à s'adapter, des difficultés en lien avec leur maladie, on note ici sur un score allant du minimum vers le maximum d'intensité, on note beaucoup d'anxiété, des scores beaucoup plus élevés de dépression, des symptômes dépressifs importants, un niveau de perception d'insécurité, de stress extrêmement élevé et une humeur négative, c'est-à-dire un état dans lequel ça peut ne pas être vraiment de la dépression, mais plutôt une mauvaise humeur, on va dire, qui s'installe dans le temps et qui a du mal à se dissiper. À partir de ce constat, on s'est intéressé à la façon dont ces patients vont s'adapter lorsqu'ils sont confrontés à du stress dans leur vie quotidienne ou lorsqu'ils sont confrontés à une problématique qui touche leur maladie. Quels comportements ils vont mettre en place, quelles stratégies ils vont pouvoir employer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les stratégies que l'on met en place pour faire face aux stresseurs de notre vie quotidienne sont de trois types. Il y a les stratégies orientées vers la résolution de problèmes. Ça revient par exemple à là j'ai encore mal au ventre, je pense que je vais avoir une poussée qui démarre, je ne vais pas attendre, je vais immédiatement appeler mon médecin, mon gastro-entérologue pour voir ce qu'il en est, même si ce n'est qu'une fausse alerte. C'est une stratégie orientée vers la résolution de problèmes. Ensuite, on a des stratégies orientées vers la régulation émotionnelle, centrées sur nos émotions. L'objectif de ces stratégies, c'est de calmer nos émotions. Alors, ces stratégies peuvent être de différents types. Par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut se rendre compte que chaque fois qu'on rencontre une personne sur notre lieu de travail, par exemple, eh bien, cette personne on s'entend pas très bien avec elle, elle nous cause des problèmes, on n'aime pas bien quand on la rencontre, on est tout de suite, on a le poil hérissé, on est tout de suite énervé. Donc finalement, pour ne pas ressentir ces émotions, je vais éviter cette personne. Ce sont ce qu'on appelle des stratégies d'évitement qui nous permettent de fuir la situation et d'éviter de nous retrouver confrontés à des facteurs de stress qui engendrent un état émotionnel désagréable pour nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours, on emploie toutes ces stratégies, elles sont mélangées avec plus ou moins de régularité selon les situations. Alors, pour revenir à notre cohorte de patients, eh bien, nos patients plus, qui je vous le rappelle, étaient ceux qui avaient une bonne adaptation à la maladie, et les patients moins, qui étaient très chargés en émotions, eh bien, quand on étudie leur façon de s'adapter face au changement, eh bien, on s'aperçoit que ils vont adopter moins de stratégies de résolution de problèmes que ceux qui ont tendance à être plutôt bien adaptés, et ils vont plutôt avoir recours à des stratégies orientées vers
la régulation des émotions. La première étape, c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont mettre en place, c'est quelque chose qui va calmer leurs émotions. Et après, une fois les émotions calmées, on règle le problème, si on peut. Or, de nombreux travaux ont montré que parmi les facteurs de stress qui ou les facteurs, on va dire, qui influencent le plus la rechute inflammatoire, hein, le déclenchement d'une poussée inflammatoire, eh bien, ce sont parmi de nombreux facteurs. Hein, il a ici dans cette étude de Bernstein sur une cohorte de 704 participants, qui est la cohorte de Manitoba au Canada. Eh bien, ils ont dans cette cohorte, ils ont étudié regarder l'impact du stress perçu, de l'humeur négative, des événements de vie majeurs. Ils ont regardé également l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'utilisation d'antibiotiques, la présence ou non d'infections, donc dans cette cohorte de patients Mickey. Et ils ont regardé quel était le facteur qui prédisait le mieux la rechute inflammatoire parmi l'ensemble de ces facteurs. Et ils ont montré que ce sont les facteurs émotionnels qui sont les seuls prédicteurs associés au risque de rechute inflammatoire. Donc, ça montre à quel point la prise en compte des émotions dans les maladies inflammatoires de l'intestin est important. Et parallèlement à cette étude, un autre chercheur, Alain Bitton, avait montré que en ce qui concerne les stratégies de coping, c'est-à-dire la façon dont on va mettre en place des stratégies pour faire face au stress, il avait étudié ces stratégies de coping dans la maladie de Crohn et il avait regardé quels étaient parmi les comportements que mettent en place les patients, quels étaient les comportements les plus prédicteurs ou les plus associés à la rechute inflammatoire. Eh bien, il a pu montrer dans son étude que ce sont que les patients qui souffrent de maladie de Crohn, ce sont ceux qui adoptent des stratégies d'évitement. Je vous rappelle que les stratégies d'évitement, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont spontanément des stratégies qu'on va mettre en place pour calmer nos émotions et éviter d'être à nouveau confrontés à une situation qui nous dérange. Eh bien, ces stratégies d'évitement, les patients qui adoptent le plus souvent ces stratégies d'évitement par rapport à leur maladie sont ceux qui sont les plus exposés à la rechute inflammatoire. C'est un facteur de risque de rechute inflammatoire. Donc, on vient de voir que les facteurs émotionnels combinés aux stratégies d'adaptation plutôt centrées sur l'évitement autour de la maladie, ce sont des facteurs qui vont non pas déclencher une maladie inflammatoire, mais qui vont risquer de favoriser une rechute inflammatoire. Par ailleurs, d'autres travaux ont montré le lien existant entre l'inflammation et la dépression et le stress. Ici, dans cette étude très intéressante, ces auteurs ont montré que les patients qui développent le plus de symptômes dépressifs sont ceux qui vont réagir en développant plus d'inflammation, de réponses inflammatoires plus importantes lorsqu'ils sont confrontés au stress. Ici, sur cette figure, ce que vous voyez en ordonnée ici, c'est une cytokine inflammatoire, c'est l'interleukine 6, qui est dosée régulièrement dans le sang des participants au repos et ensuite après un stress, notamment 2 heures après un stress. Et cette cytokine, on voit qu'elle augmente régulièrement
au fur et à mesure que après l'exposition au stress, ici on est 45 minutes après le stress, à la fin, ici on est 2 heures après un stress, on voit que 2 heures après le stress, cette cytokine pro-inflammatoire est toujours élevée et beaucoup plus élevée que avant le stress. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle est d'autant plus élevée que les personnes développent parallèlement des symptômes dépressifs. En bleu, vous avez les patients qui sont les plus dépressifs et en rouge, les moins dépressifs. Et on voit que les patients les plus dépressifs, ce sont ceux qui ont le taux de cytokine le plus élevé en réponse au stress. Donc ici, cette étude montre que pour un stresseur donné, selon notre état émotionnel, notamment notre état dépressif, eh bien, l'inflammation que l'on va développer en réponse au stress peut être plus ou moins importante. Toujours dans nos études menées à Grenoble, nous avons également pu observer que un bon nombre de patients souffrant de Mickey ont des difficultés à décrire leur état émotionnel, à décrire leurs sentiments. Cette difficulté à décrire ces sentiments, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. Et on sait notamment que l'alexithymie est une difficulté, reflète une difficulté à réguler nos émotions. Donc la difficulté à décrire ces sentiments, c'est une difficulté à réguler nos émotions. Et on voit que par rapport en bleu des sujets sains, en bonne santé, eh bien ici en rouge, on a une cohorte de patients souffrant de maladie de Crohn, eh bien ils ont beaucoup plus de difficultés à dire dans quel état ils se trouvent émotionnellement, à mettre les mots sur leur état émotionnel. Nous avions réalisé une étude justement en lien avec cette difficulté à exprimer ses sentiments et ses émotions, et nous avions exposé un groupe de patients à un visionnage de films, un film contenant des images émotionnelles très fortes. Et chez ces patients, nous avions filmé leur expression émotionnelle. Donc, je vous décris la situation. Le patient était assis devant un écran de télévision. Sur cet écran, il voyait un film. Et nous, on filmait le visage des patients en train de regarder le film. Et ensuite, après cette étape, nous avons analysé les expressions faciales émotionnelles des patients. Vous savez que lorsque nous sommes émus, nous exprimons au niveau de notre visage, nous exprimons nos émotions par des expressions comme par exemple le sourire, quand on est en colère, on fronce les sourcils, quand on est dégoûté, on fronce le nez, quand on est heureux, on sourit. Donc ces expressions émotionnelles sont en grande partie inconscientes et automatiques. Et nous avons analysé ces expressions. Et nous avons constaté que face à des images de joie ou de détresse, comparativement à des sujets sains, les patients souffrant de Mickey, en rouge ici, réagissent de la même manière. Ils vont émotionnellement exprimer les mêmes expressions faciales. En revanche, face à la colère, on voit une différence. On voit que les patients ici souffrant de maladie de Crohn vont réprimer les expressions de colère. Ils ne vont pas les exprimer comparativement à des sujets sains en bonne santé qui, eux, vont exprimer leur émotion de colère au niveau de leur visage. Donc là, déjà, on constate que les patients qui ont des difficultés à dire, à exprimer ce qu'ils ressentent, ont aussi des difficultés à exprimer ces émotions au niveau corporel, au niveau facial ici.
Et nous avons continué cette étude et regardé comment les patients qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions au niveau facial, au niveau émotionnel, comment ils réagissent au niveau physiologique. Alors, je tiens à souligner que cette étude a été soutenue par un financement de la part de l'AFA, que je remercie. Elle a été aussi soutenue par le CHU de Grenoble et par la Société française de gastroentérologie qui a contribué à financer cette étude. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que lorsque les patients, donc toujours dans cette situation où on leur montre un film avec des images d'une teneur émotionnelle très forte, des situations d'angoisse et de peur, on a vu que les patients ont tendance à ne pas exprimer leur colère lorsqu'ils sont en situation de l'exprimer. Et lorsqu'on regarde leur réaction émotionnelle au niveau physiologique, et donc là on a étudié la réaction de leur nerf vague, qui en situation de stress, ce nerf vague normalement se désactive, se retire, il est moins actif pour permettre au système sympathique de s'activer, pour fournir l'énergie nécessaire pour faire face. Eh bien, on voit que chez les sujets sains, ce nerf vague se retire. Vous voyez ici, vous avez une échelle qui est négative. Son activité diminue de 80% pendant le visionnage du film. Et ce que l'on constate, c'est que dans les MICI, ici Crohn et rectocolite, eh bien, ce nerf vague, son activité n'est pas modifiée, elle ne varie pas. Donc non seulement les expressions émotionnelles sont réprimées, mais en plus la réactivité physiologique est étouffée elle aussi. Et je vous rappelle que cette réactivité physiologique, elle est nécessaire pour mobiliser l'énergie et permettre de faire émerger des émotions qui nous aident à faire face à la situation. Donc à partir de là, on a pu montrer cette vulnérabilité que les patients ressentent d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Et récemment, nous avons voulu étudier dans les MICI quelle était la part de la vulnérabilité des patients en lien avec ce qu'ils ont vécu dans le passé, et notamment avec les stresseurs précoces vécus dans l'enfance et l'adolescence. Alors, nous avons réalisé une étude, là aussi sur le CHU de Grenoble, où nous nous sommes intéressés aux expériences de vie stressantes et aux traumatismes précoces qui sont vécus dans l'enfance et l'adolescence, puisqu'on sait que ces situations vont créer une vulnérabilité au niveau de l'axe du stress, elles vont le rendre moins flexible, moins réactif, et qu'au cours du temps, avec les inflammations que l'on va vivre, les stresseurs de notre vie quotidienne et les tracas de la vie quotidienne, eh bien, cela va, ces stresseurs précoces créent une vulnérabilité qui peut favoriser, par exemple, l'apparition de certains troubles comme le syndrome de l'intestin irritable, les maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies inflammatoires chroniques comme le diabète ou l'obésité. Et notre question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il en était dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous avons mené cette étude entre 2017 et 2018 sur une cohorte de 109 patients souffrant de MICI, dont 92 ont participé à cette enquête. La durée moyenne de la maladie était de 12 ans. On avait autant d'hommes que de femmes dans l'échantillon, âgés d'environ 42 ans. Qu'est-ce que l'on a constaté? Eh bien, on a constaté que 51% des patients que l'on a questionnés rapportent avoir vécu des traumatismes précoces pendant l'enfance. Et parmi ces traumatismes précoces, on constate ici en rouge
que la proportion la plus forte de traumatisme, ce sont les abus émotionnels. Des enfants qui ont été et des adolescents qui ont été maltraités sur le plan émotionnel par leurs parents, leur entourage familial ou l'entourage social. On note également des abus physiques, des enfants qui ont été battus par exemple, et aussi des abus sexuels. Mais c'est surtout les abus émotionnels qui dominent. Et ces patients rapportent également avoir un score d'événements de vie stressants plus élevé lorsqu'ils ont vécu des abus pendant l'enfance que lorsqu'ils n'en ont pas vécu. Quels sont ces événements stressants de type ces événements délétères sur le plan émotionnel? Eh bien, on note que les personnes qui rapportent avoir vécu des abus pendant leur enfance ont été majoritairement dévalorisées par leur entourage, majoritairement soumis à l'autorité et effrayés, menacés par l'entourage, notamment dans lequel ils ont grandi. Et nous nous sommes questionnés sur l'impact de ces événements stressants précoces sur la qualité de vie digestive aujourd'hui, à l'âge adulte. On constate que globalement, le fait d'avoir vécu des abus pendant l'enfance, ça réduit le score général de qualité de vie digestive. Et plus en détail, quelles sont les dimensions de cette qualité de vie qui sont touchées? C'est les émotions autour de la maladie, des difficultés à s'intégrer à cause de sa maladie, des symptômes digestifs plus fréquents en raison de ces stresseurs et une plus mauvaise condition physique chez les personnes qui rapportent avoir vécu des abus par rapport à celles qui n'en ont pas vécu. Et quand on regarde comment ces personnes se comportent quand elles sont stressées, lorsqu'elles sont confrontées à des contraintes, eh bien, comme chez la cohorte de patients que l'on avait vu au départ, on constate qu'elles vont d'abord essayer de réguler leurs émotions pour calmer les émotions parce que souvent elles surréagissent. Alors que on n'a pas de différence en termes entre les personnes qui rapportent avoir vécu des abus et celles qui n'en ont pas vécu en termes de résolution de problèmes ou de soutien social. C'est surtout les émotions qui sont la cible première lorsqu'elles sont stressées. Alors, que dire de tout ça? Eh bien que dans ce qui nous relie, ce qui relie nos émotions à notre tube digestif, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on a l'axe corticotrope, on a le système sympathique, mais ces dernières années, on a pu mettre en évidence l'importance du système parasympathique et du nerf vague, parce que ce nerf vague, il a une action anti-inflammatoire importante, en l'occurrence. Là encore, chez les patients que nous avons suivis à Grenoble, nous avons pu montrer que l'activité du nerf vague, qui est mesurée par la variabilité du rythme cardiaque, chez des patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, eh bien cette variabilité cardiaque en rouge ici est très faible, ce qui est un signe que le nerf vague est très peu actif par rapport à des sujets sains ici en violet, où on voit que la variabilité cardiaque est très élevée, qui est un signe de nerf vague très actif. Or, on sait que lorsque la variabilité du rythme cardiaque est faible, et donc indiquant une activité vagale faible à modérée, eh bien c'est un indicateur de nombreuses dans la maladie chronique et notamment un indicateur de maladie inflammatoire.
tels que des troubles cardiaques, de l'insulinorésistance, la dépression, la douleur chronique et les inflammations chroniques. Et on pense aujourd'hui également que, par ailleurs, cet indicateur peut jouer un rôle important comme prédicteur de l'évolution de l'état de santé plusieurs années avant que l'état de santé ne se dégrade. Par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a des chercheurs qui ont montré que 6 mois avant la déclaration d'une poussée inflammatoire, l'activité du nerf vague s'effondre sans que immédiatement les symptômes apparaissent et la poussée inflammatoire apparaît 6 mois après. Donc on pense que aujourd'hui les pistes de recherche vont dans ce sens, que peut-être que ce serait intéressant d'aller monitorer le nerf vague pour prédire un petit peu les risques de poussée inflammatoire. Et en plus de cela, cette variabilité cardiaque, qui est un indicateur de l'activité du vague, on sait que c'est un très bon marqueur des capacités d'autorégulation émotionnelle. Donc, finalement, quand on a un nerf vague qui est peu actif ou modérément actif, eh bien, on a deux conséquences. L'une mentale, dans la mesure où la régulation émotionnelle va devenir plus difficile, et l'autre physique, inflammatoire, dans la mesure où le nerf vague ne peut plus exercer son effet anti-inflammatoire naturel. Et donc, s'il y a une inflammation qui s'installe, elle va être favorisée, notamment en situation de stress. Je vais passer là-dessus. Chez les patients, nous avons pu montrer que les patients qui ont des tendances à avoir des émotions négatives en permanence, eh bien, ils ont un nerf vague qui est hypoactif. Ici, vous avez l'activité du nerf vague. Eh bien, on voit que chez les Mickey qui sont pas très bien adaptés en situation de stress, leur nerf vague est très peu actif par rapport au sujet sain. Mais on a pu mesurer aussi l'activité du nerf vague chez les Mickey en poussée. Et on voit qu'en poussée inflammatoire, le nerf vague est encore moins actif. Et nous avons pu montrer également que lorsque l'activité du nerf vague est faible, eh bien, une cytokine pro-inflammatoire qui est le TNF-alpha, cette cytokine pro-inflammatoire, eh bien, est plus élevée. Alors, elle est plus élevée à un niveau qui est supportable, je dirais. Mais lorsque se surajoutent ici des stresseurs de la vie quotidienne ou une infection ou un élément, un facteur supplémentaire de stress, eh bien, cela va activer, va précipiter la rechute. C'est comme dit le docteur Bonaz, il dit c'est l'allumette sur le gaz. Cette activité vagale faible est une vulnérabilité à l'inflammation. Et cette vulnérabilité, en l'occurrence, en partie, passe par des taux de TNF-alpha plus élevés, mais qui restent quand même infraliminaires, mais qui sont plus élevés que chez les personnes qui ont un tonus vagal, une activité vagale élevée. Et ceci d'autant plus qu'il ne faut pas oublier, ça aussi nous l'avons montré, que l'activité du nerf vague, donc ici vous avez l'activité du nerf vague qui est représentée en fonction de l'ancienneté de la maladie, de manière naturelle et indépendante de l'âge des personnes, eh bien l'activité du nerf vague a tendance à diminuer avec l'ancienneté de la maladie. Donc ça veut dire que la vulnérabilité au stress et à l'inflammation peut augmenter avec l'ancienneté de la maladie, et il nous apparaît vraiment important de pouvoir prévenir cette dégradation de l'activité du nerf vague. Alors, comment prévenir? Si vous avez participé à la conférence du docteur Bonaz, eh bien, il a dû vous parler de techniques, de thérapie, de renforcement du système parasympathique par la neurostimulation vagale. Et ici, je vous montre l'effet
le résultat que nous avons obtenu est le premier patient qui a été implanté avec un neurostimulateur vagal au niveau de l'activité de son nerf vague. Ici, c'était avant l'opération. L'activité de son nerf vague était très faible. Et ensuite, on l'a suivi 6 semaines après l'intervention, 6 mois, 9 mois et 1 an après l'intervention. Et on voit que en stimulant le nerf vague en continu, eh bien, l'activité du nerf vague augmente progressivement et à partir du 6e mois, elle augmente franchement pour revenir atteindre un niveau normal physiologique. Et parallèlement à cela, nous avons pu montrer au niveau du cerveau de ce patient, ici, en l'occurrence, qu'au cours de l'année, eh bien, lorsque le nerf vague retrouve son niveau normal, son niveau physiologique, l'activité du cortex préfrontal, l'activité de la partie antérieure du cerveau, qui nous aide qui est impliquée dans la régulation de nos émotions, dans la prise des décisions, etc. Et ben, l'activité du cerveau est renforcée. Le rouge signifie que l'activité est plus élevée, en l'occurrence. Donc, de manière concomitante au renforcement de l'activité du vague, on a l'activité de la partie de notre cerveau qui nous aide à réguler nos émotions, qui est aussi renforcée. Il n'y a pas que la neurostimulation vagale, il y a d'autres prises en charge d'accompagnement non médicamenteuses qui peuvent être intéressantes et qu'il faut encore étudier, bien sûr, pour montrer leur efficacité, mais il y a l'hypnose dont on sait qu'elle apporte, elle permet de mieux réguler et de travailler sur la régulation des émotions. Il y a la méditation de pleine conscience aussi, qui est une technique de régulation émotionnelle. Et il y a aussi des techniques comme le biofeedback de la cohérence cardiaque, en l'occurrence, qui permet de réguler l'activité des viscères et l'activité de nos émotions en renforçant le système parasympathique. Et donc, utiliser ces techniques en parallèle du traitement médicamenteux, eh bien, vous voyez que ça peut venir aider la partie qui ne peut pas être prise en charge par le médicament, toutes ces parties qui concernent la perception de la maladie, les stratégies de coping qui peuvent être améliorées, et modifier la perception de la maladie, améliorer les stratégies de coping, ça permet de réduire le poids du stress et des émotions dans notre physiologie. Ça permet d'améliorer la qualité de vie digestive et ça permet d'améliorer le bien-être général et le bien-être avec sa maladie.